6'6", 212 pounds from Lower Marion High School, making his final appearance at the Palace of Auburn Hills in his 20th NBA season. 17 NBA All-Stars, 4-time NBA All-Star MVP, 15-time member of the All-NBA team, 2-time NBA's final MVP, 2007 OA MVP League, 5-time NBA champion, 2-time Olympic gold medalist, and a third all-time leading scorer ever in the history of the NBA. Certainly, he has given us some great memories over the years. How about a big round of applause for, right now on the floor, number 24, the Black Mamba, Kobe Bryant. Cet épisode des Chroniques de Motor City est spécialement dédié à la mémoire de Kobe Bryant, de sa fille Gianna, ainsi que des autres passagers présents dans ce crash d'hélicoptère. Ce que vous venez d'entendre est la dernière introduction de John Mason, le speaker des Pistons, lors de la dernière venue de Kobe au Palace d'Auburn Hills en décembre 2015. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de Motor City. Les Chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à la culture et à l'histoire des Detroit Pistons. Ensemble, nous reparlons des moments qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et pour le numéro du jour, on va immédiatement faire un bond jusqu'en 1993 pour parler de la fin des Bad Boys. On dit que les histoires d'amour finissent assez mal en général, et en fait, c'est aussi le cas des grandes équipes de basket. Les Bad Boys des Pistons resteront dans l'histoire, ça on peut être d'accord, pour leur style absolument unique, pour le back-to-back 89-90 sans aucune star, pour leur rivalité avec les Bulls de Jordan, aussi pour leur impact sur les dynasties de Bird et de Magic, mais leurs détracteurs avancent aussi que leur prime a duré trop peu longtemps et que les Bad Boys n'ont pas dominé la NBA sur une longue période comme d'autres avant et après eux. Voilà. Il y a toujours ce petit débat, mais qu'on soit d'accord ou non, en fait, peu importe. On peut au moins s'accorder, je pense, pour dire que les Bad Boys ont fait parler d'eux, et vraiment beaucoup parler d'eux, de 87 à 91. Et durant ce laps de temps assez court, on est d'accord, il y a quand même 2 titres, une défaite en finale NBA et 2 défaites en finale de conférence. Voilà, rien que ça. Donc l'aventure est relativement courte et donc très très intense. Et comme toute histoire très intense, en fait, quand arrive la chute, elle est tout aussi brutale. J'ai déjà parlé de la construction des Bad Boys lors de l'épisode 4 et de la rivalité avec les Bulls de Jordan à l'épisode 11. Et c'est donc pour ça que maintenant, en fait, j'avais très envie de parler de la fin de cette équipe et de leur dislocation extrêmement brutale. Et pour ça, j'ai choisi de prendre comme marqueur l'année 93 et un événement que beaucoup d'entre vous doivent connaître, mais sans forcément peut-être connaître le contexte. C'est la tentative de suicide de Dennis Rodman. Enfin, pour le coup, je compte pas vraiment utiliser le mot tentative, c'est la seule fois que je vais le dire, parce qu'on va voir que c'est peut-être autre chose que ça. Donc on va dire ce marqueur où Dennis Rodman est passé à 2 doigts du suicide. Je sais que c'est un sujet très sérieux à ne pas traiter à la légère dans ce podcast, donc sachez que j'ai pris le temps de travailler énormément cet épisode, de choisir assez soigneusement mes mots, et je me suis référé à de très très nombreuses sources, principalement à l'autobiographie de Dennis Rodman, Bad as Wannabe, titré en français Plus méchant tu meurs, paru en 1996. Et d'ailleurs, je tiens à mettre un bémol tout de suite. Toutes les sources qui relatent cet événement, cette nuit où Dennis Rodman est passé à 2 doigts du suicide, le placent le 11 février 1993. Toutes les sources, sauf une, justement, la propre autobiographie de Dennis Rodman, qui lui parle d'un soir d'avril. Mais bon, il est quasiment certain que l'événement se place bien en février et que Dennis Rodman lui-même se soit trompé, tout simplement parce qu'il existe un rapport de police, de la police de Bloomfield Townships,
justement daté du 11 février 1993 et qui rapporte cet incident. Et si on parle de cet événement dans le podcast, c'est parce que si les causes sont évidemment multiples, le problème de Dennis Rodman prend aussi racine dans les difficultés que vivaient les Pistons en termes de basket à cette époque-là. Parler de cette tentative de suicide ou de cet événement autour du suicide me permettra de parler de la fin des Bad Boys et aussi de parler du Dennis Rodman des Pistons, qui a toujours été pour moi un autre homme que le gars un peu foufou qu'on a connu plus tard aux Bulls. Lors de cette nuit de 1993, Dennis Rodman ne s'est pas suicidé, mais il a probablement tué le Dennis Rodman des Pistons. Et ça, on en parle maintenant. Comme toujours, on va d'abord recontextualiser un peu. Après les titres de champion NBA 89 et 90, les Bad Boys ont lourdement chuté en 1991 en finale de conférence face aux Bulls. Le sweep en finale avec les Pistons qui partent sans serrer la main des Bulls, c'est un événement très connu, je ne reviens pas là-dessus. Mais cette défaite est quand même complètement vue comme un vrai passage de témoin. Il est temps que les jeunes Bulls de Jordan dominent l'Est, et même si les Bad Boys disent qu'ils vont revenir après cette défaite, c'est quand même les premiers signes de fatigue qui se font voir ici, avec notamment la blessure d'Isaiah Thomas et Bill Laimbeer qui perd progressivement sa place de starter. En 1991-1992, les Pistons finissent avec un bilan de 48 victoires pour 34 défaites. 2 victoires de moins que la saison précédente, donc rien de bien critiquable. Sauf que Détroit finit 5e, n'a pas l'avantage du terrain, et s'incline contre les Knicks de Pat Ewing 3-2 au premier tour. Et globalement, cette saison des Pistons, elle a quand même été très très décevante. Surtout que l'équipe donnait l'impression quand même de monter en régime sur la fin à l'approche des playoffs. Toute l'année, l'équipe a été perturbée par des rumeurs, comme quoi cette saison serait la dernière du coach Chuck Daly. Et à raison, ce sont des vraies rumeurs, puisque après cette défaite contre les Knicks, Chuck Daly quitte les Pistons pour aller coacher les Nets. C'est le début officiel de la fin des Bad Boys. Et ça nous amène tout doucement à cette tragique saison 92-93. Cette saison-là, la saison 92-93, la première sans Chuck Daly, ce sera la dernière de Dennis Rodman, la dernière qu'il va disputer à Détroit, son équipe de toujours, avec laquelle il a été drafté en 1986. Et cette saison des Pistons, autant le dire tout de suite, contrairement à la précédente, elle va être complètement ratée. Le nouveau coach, Ron Rothstein, lui, il n'avait que 3 saisons derrière lui, avec jamais plus de 24 victoires, et les joueurs commencent en plus à partir de tous les côtés. Bon, ça j'y reviendrai, mais comprenez, nouveau coach, joueurs iconiques qui s'en vont, ça sent la fin d'une ère. Et c'est une ère des Bad Boys qui se termine très mal, avec des icônes, je le disais tout à l'heure, comme Isaiah Thomas ou Bill Laimbeer, qui sont fatigués, qui sont blessés, et ça fait mal, mais ils n'arrivent plus à rien du tout. Et c'est dans ce contexte-là, ce contexte difficile, qu'on arrive aux événements de février 1993, qui vont emmener Dennis Rodman au bord du suicide littéralement. Cette saison, elle ne se termine pas très bien et c'est la première fois depuis 10 ans que Détroit ne va pas faire les playoffs. D'ailleurs, les Pistons finiront avec un bilan négatif de 40 victoires pour 42 défaites. Ils finiront 6e de leur division et 10e de la conférence Est. Et le joueur qui souffre le plus de cette situation, c'est Dennis Rodman. La saison a été longue, elle a été difficile, c'est une saison de début de reconstruction, alors que Dennis Rodman, lui, il était prêt à partir au moment du départ de Chuck Daly. Il a voulu rester une année de plus, sauf qu'il a abîmé son état mental, et ça va l'emmener, en partie au moins, va l'emmener à craquer. Un soir donc de février, le 11 février, avec l'accumulation des problèmes pro et perso aussi, Dennis Rodman se sent pas très bien et décide d'écrire un mot à un de ses amis, Sheldon Steele. Dennis écrit un mot pour lui expliquer la détresse dans laquelle il se sent, l'impossibilité de continuer comme ça, à vivre comme ça, et plusieurs autres allusions sur cette vie qu'il ne supporte plus. Alors d'après Rodman, ce qu'il dit dans sa biographie, c'est que ce n'était pas exactement une note de suicide, c'était juste une note, un papier un peu triste, mais bon voilà, on verra plus tard qu'en fait on n'en était vraiment pas très très loin. Et le récit diverge à ce moment-là. Selon Rodman lui-même, le joueur des Pistons aurait déposé le mot chez son ami, alors que selon la police, Steele était le colocataire directement de Dennis Rodman. Enfin, toujours est-il qu'il laisse le mot, peu importe où, et décide de partir pour le Palace d'Auburn Hills. Il est à environ 2-3 heures du matin.
Et si Dennis Rodman va au Palace, ce n'est clairement pas avec la ferme intention d'en finir. Rodman veut faire partir la douleur, l'anxiété qui l'habite, et lui il se dit dans son esprit que le meilleur moyen serait d'aller pousser un peu de fonte au Palace, comme d'habitude, de s'entraîner, de faire quelques tirs. Il roule quelques kilomètres et arrive dans cet immense parking désert du Palace d'Auburn Hills, donc le stade des Pistons, qui, il faut le rappeler, n'est pas vraiment à Détroit, mais un peu en périphérie. Et surtout, en fait, c'est pas inhabituel pour Rodman de se rendre au Palace quand les Pistons n'ont pas de match. Denise aime aller dans ce stade au milieu de nulle part, avec ce grand parking, et il y allait souvent tard dans la nuit ou tôt le matin pour shooter ou s'entraîner dans la salle de musculation. Donc rien d'inhabituel, c'est juste son état mental qui est un peu difficile ce soir-là. Donc vers 3h du matin, Dennis Rodman arrive et commence à bosser. Il est absolument tout seul dans cette salle, il écoute très fort de la musique, du Pearl Jam, ce groupe de rock de Seattle très très populaire dans les années 90, et tête de gondole du mouvement grunge. Et pour les plus mélomanes d'entre vous, sachez que Dennis écoutait principalement Even Flow et Black. Sauf que Dennis Rodman a beau s'entraîner dur, très dur, la douleur, l'anxiété ne partent absolument pas. Il réfléchit à la façon dont sa vie devenait pourrie, à la quantité de conneries qu'il vivait à ce moment-là, et tout simplement, il est en train de se demander à quel point il pourrait continuer comme ça, jusqu'à quand. Dennis souffre affreusement depuis la fin des Bad Boys. Depuis son arrivée dans la Motor City, Rodman cherche des gens qu'il aime, et à Détroit, il est tombé dans une vraie famille. Sauf du coup en 93, pour cette saison, cette famille se disloque de partout, et les gens que Dennis aime et qu'il aime en retour, c'est très important, ils partent un par un, voilà. Le premier à être parti, c'est Rick Mahorn, en 1989, en plein pendant la célébration du premier titre. C'était un premier vrai coup dur, mais l'équipe tournait encore très très bien. Mais après le sweep de 91, c'est Vinnie Johnson qui a été coupé par les Pistons, et James Edwards qui a été envoyé aux Lakers en août. Et puis finalement, c'est John Salley qui a été tradé au Heat en septembre 1992. Et encore là, je ne parle que des joueurs principaux, pas de tous les autres qui sont partis au fur et à mesure. Et je ne parle toujours pas de ce qui a fait le plus mal à Rodman, c'est-à-dire, j'en ai parlé, le départ de Chuck Daly, son coach, après la saison 91-92. Chuck Daly avait un rôle très très important pour Dennis Rodman, qui le considère, il l'écrit, comme l'un de ses 4 pairs. Je ne connais pas les 3 autres. Mais en tout cas, le lien qui les unit est très fort, donc évidemment, son départ a été très difficile à gérer. Dennis Rodman se sent seul avec cette famille de substitution à Détroit qui n'existe plus. Et quand Chuck Daly est parti, il a en quelque sorte emporté le cœur de l'équipe avec lui. Et depuis que cette grande équipe part en pièces morceau par morceau, Dennis Rodman fait un parallèle évident avec ce qu'il ressent dans sa vie personnelle. Je veux en finir avec tout ça. Je vous jure. Je suis fatigué, patron. Fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme un moineau sous la pluie. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns contre les autres. Dennis accumule les pensées noires pendant les 2 heures de son entraînement avant de finalement quitter le Palace, complètement épuisé, direction sa voiture, mais toujours dans un mauvais état d'esprit. Et sur le long parking du Palace, Dennis il se met complètement à vriller. Il commence à penser qu'il ne mérite même pas cette vie, qu'il ne devrait pas être là, qu'il ne devrait pas être un joueur NBA. Et au milieu de ce spleen, il sait qu'il a une arme dans sa voiture et que ça pourrait être un moyen drastique de résoudre ses problèmes. Une fois dans sa voiture, Dennis Rodman remet la musique, remet Pearl Jam et attrape son fusil sous le siège, se demandant s'il allait être capable de le faire. Et immédiatement, la réponse qui lui vient à l'esprit, c'est oui. Dans sa tête, il se dit qu'il peut complètement prendre ce fusil et se faire sauter la tête, Trop de douleur en lui, et il ne peut plus être la personne que tout le monde voulait qu'il soit. Il ne peut plus rester un bon coéquipier alors que les Pistons sont en train de liquider sa famille. Et puis, à côté de ses problèmes basket, Dennis Rodman voit aussi son mariage partir en vrille. Il est en couple avec Annie Bakes depuis 1987 et les deux ont une fille nommée Alexis en 1989. Sauf qu'ils ont décidé de se marier en 1992 et que le mariage est un échec terrible. Il a duré seulement 82 jours. Dennis et Annie ont donc commencé l'année 93 à moitié en essayant de sauver leur mariage pour le bien de leur fille et à moitié en se pourrissant la vie mutuellement. Donc, Dennis Rodman a ses coéquipiers qui partent.
son coach, son père de substitution qui n'est plus là, sa femme avec qui ça se passe mal et sa fille qu'il voit quasiment plus. Bref, tout fout le camp dans sa vie. Dennis Rodman est, ce jour-là, ce 11 février 1993, seul et abandonné. Et du coup, au milieu de cet immense parking vide à 3h du matin, la sensation de solitude, ça doit être sacrément exacerbé. Et même s'il ne cherche pas à attirer l'attention et qu'il ne veut pas de pitié et qu'il ne veut pas sympathie, malgré tout, à ce moment-là, Dennis Rodman déteste la personne qu'il est devenu. En fait, il a même l'impression de regarder quelqu'un qui vit la vie de quelqu'un d'autre. Selon ses propres mots, la vie qu'il menait là actuellement l'avait transformé en quelqu'un qu'il ne connaissait même pas du tout. Là, il est juste assis dans cette voiture, il n'est plus du tout un basketteur superstar, c'est juste un gars comme un autre qui ne va pas très bien avec une arme à feu dans un parking vide. Dennis Rodman, en 1993, n'est pas du tout heureux, il en prend conscience, dans son métier qui le met beaucoup trop en lumière. Il se dit que sans sa carrière de basketteur, il n'aurait pas tous ses soucis d'ordre personnel aussi. Il n'est pas à l'aise avec la personne qu'il est devenue, ce qui l'emmène à la conclusion qu'il est littéralement deux personnes. Une personne à l'intérieur et une autre personne à l'extérieur. Et dans cette voiture, même avec cette arme à la main, Dennis Rodman veut tuer la personne à l'extérieur, celui qui considère qu'il est foutu, qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut et qui cherche sans succès à se conformer aux attentes. Alors qu'au contraire, à l'intérieur, il y a un gars tranquille, qui va bien, qui ne sort pas beaucoup, qui est normal. Bon, par contre, tous ceux qui connaissent la suite de la carrière de Dennis Rodman savent qu'il ne place peut-être pas le curseur de la normalité au même endroit que nous. Mais bon, peu importe, voilà quel était son état d'esprit à l'époque. Et c'est particulièrement à cause de cette dualité que je ne voulais pas parler depuis le début de cet épisode de tentative de suicide pour parler de cet événement. Dennis Rodman ne voulait sans doute pas appuyer sur la gâchette. De son propre point de vue, il fallait qu'il tue simplement, entre guillemets, le gars à l'extérieur et qu'il laisse l'autre gars à l'intérieur vivre. En sortant son flingue, Dennis il cherchait simplement un moyen de maîtriser cette mauvaise personne qu'il ne voulait pas être. Il cherchait juste à retirer cette partie de sa vie pour laisser l'autre respirer. Et c'est le choix qu'il a fait. Dans sa tête, ce soir-là, dans sa voiture, tout seul en y réfléchissant, il a métaphoriquement tué le Dennis Rodman qui avait essayé sans succès de se conformer à ce que tout le monde voulait qu'il soit sans jamais y arriver. Dans ce parking, il a compris qu'il pouvait être un joueur NBA qui donnerait du plaisir aux autres, aux fans, à ses coéquipiers, tout en restant fidèle à lui-même et être libre de faire ce qu'il voulait faire. Dans son autobiographie, Dennis présente d'ailleurs ce jour comme un énorme tournant dans sa vie. Alors qu'il aurait pu appuyer sur la gâchette et donc se suicider, il a, de lui-même, finalement résolu le problème. Et comme un symbole de la folie que serait à partir de là le reste de sa vie, Dennis Rodman s'est tout simplement endormi après s'être débarrassé de sa personnalité néfaste. Bon, ensuite, tout ce qui suit est un peu flou. Dennis Rodman se réveille et il y a plusieurs policiers autour de sa voiture qui viennent lui parler à la fenêtre. En fait, c'est son ami Sheldon qui avait appelé la police pensant que Dennis allait réellement se tuer. S'en est suivi une sorte de grande chasse à l'homme dans tout Détroit pour retrouver Dennis Rodman et des recherches qui avaient mené la police au palace d'Auburn Hills puisque Dennis Rodman avait quand même ses habitudes. Dans le Michigan, une personne dont on soupçonne qu'elle pourrait se suicider ne peut pas être libérée sans prouver qu'elle ne court aucun risque. Donc, Matt Dobeck, le vice-président des relations publiques des Pistons à l'époque, et Bill Pollack, l'agent de Dennis Rodman, ont dû aller aux alentours de 6h du matin au palace pour libérer Dennis Rodman et gérer les conséquences de cette affaire. Parce que si du côté de Rodman, c'est un problème qu'il a déjà oublié, si lui pense qu'il a réussi à résoudre toutes ses difficultés, pour les Pistons, ce n'est absolument pas le même son de cloche. Le front office, maintenant qu'ils sont au courant du problème, veut absolument qu'il se fasse soigner, qu'il prenne du repos, persuadé qu'il était passé totalement au bord du suicide. Et pour la petite histoire, c'est les Nets qui viennent jouer le lendemain à Détroit, les Nets de Chuck Daly justement. Et Chuck Daly viendra spécialement au domicile de Dennis Rodman pour parler avec lui de cet incident. Et comme je le disais plus tôt, l'état de détresse et d'anxiété dans lequel Dennis Rodman était ce soir-là n'est pas simplement dû au basket. Évidemment, la situation des Pistons n'a pas aidé à ce que Rodman se sente mieux. Quand lui est arrivé en NBA, il ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit comme ça. Que les équipes échangent leurs joueurs du jour au lendemain en disant juste c'est du business, faut passer à autre chose. Cette façon brutale de voir les choses a évidemment impacté son état. Mais, c'est important, c'est pour ça que les Pistons ne peuvent pas faire grand chose, il y avait surtout ce conflit intérieur en lui qu'il a réglé à sa manière. Dennis a quand même vu le psychiatre des Pistons. Et selon ses dires, ils ont parlé de ce qu'il avait fait et pourquoi il l'avait fait. Rodman a raconté à son psy toute l'histoire
et comment il s'en était occupé lui-même. Et à la fin, le psychiatre lui aurait simplement dit « Il n'y a rien de mal avec toi ». Alors très clairement, on va prendre de grosses pincettes avec cette déclaration, mais dans l'absolu, Dennis Rodman a effectivement repris normalement après ce jour sa carrière de basketteur. Merci beaucoup, tronche de merde, casse-couille, putain de saloperie d'enculé de machine à la mort moelleux. Il y a maintenant une autre partie de cette histoire dont il faut que je vous parle. C'est l'implication de Craig Sager, le légendaire journaliste sportif, que vous connaissez sans doute pour son style vestimentaire extravagant et qui a eu un rôle dans cette affaire. On prend juste une seconde pour parler de Craig Sager, qui a été journaliste pendant plus de 35 ans et qui était probablement l'un des personnages les plus aimés de la NBA, très très différent des autres journalistes, puisqu'il avait de très bonnes relations avec les joueurs et les entraîneurs. Il y a une histoire qui existe, comme quoi Craig Sager aurait empêché Dennis Rodman de se suicider en 1993. Mais dans cette histoire, personne n'a jamais vraiment donné de date, et Rodman lui-même ne parle pas de l'implication de Sager dans ce récit de la nuit du 13 février 1993. Pourtant, il semble assez difficile qu'il s'agisse de deux dates différentes la même année. Et je rappelle que dans son propre autobiographie, Dennis Rodman place cette histoire de février en avril. Cette histoire avec Dennis Rodman, c'est Craig Sager lui-même qui l'a confirmé dans une longue interview avec Lee Jenkins de Sport Illustrated qui date d'avril 2016 et que je vous mets en description de ce podcast. Il a expliqué qu'en 1993, il était à Détroit pour couvrir un match des Pistons, qui pourrait d'ailleurs bien être ce match contre les Nets, et qu'au cours de la soirée, il a retrouvé Dennis Rodman au 2e étage de The Landing Strip, un club de striptease de Détroit. Là, Sager a découvert un Rodman déprimé, affecté par son mariage raté et par les problèmes sportifs des Pistons. Et selon son récit, Rodman avait une arme avec lui et était prêt à se suicider. Et Sager a dit bien sûr à Rodman que ce serait un acte vraiment stupide, et visiblement, sa propre présence aurait fait renoncer le joueur des Pistons. En décembre 2016, quand la leucémie a malheureusement emporté Craig Sager, Dennis Rodman lui a rendu hommage dans un tweet en le remerciant de lui avoir sauvé la vie en 1993 dans un jour où il avait désespérément besoin d'un ami. Donc avec ce tweet, Rodman a bien confirmé l'histoire de Sager et le plus logique serait que le 11 février 1993, Rodman dans son état psychologique désastreux rencontre d'abord Sager au club de striptease avant de partir au Palace plus tard dans la nuit. Bref, suite à cet incident, Dennis Rodman a fini la saison 92-93 avec les Pistons, mais il fallait que les deux parties se séparent. Et c'est finalement en octobre 1993 que les Pistons ont échangé un Dennis Rodman, certes double meilleur rebondeur de la NBA, mais qui ne voulait plus du tout être dans cette équipe. Ils l'ont échangé aux San Antonio Spurs, accompagné de Isaiah Morris et d'un second tour de draft, contre le All-Star Sean Elliott, David Wood et un premier tour de draft de San Antonio. Outre l'événement de février, c'était toute la dernière saison de Dennis aux Pistons qui avait convaincu le front office qu'il fallait mettre un terme à tout ça. À 2 reprises, Rodman avait été suspendu pour insubordination, dont une fois où il avait offert un spectacle absolument incroyable lors d'un match contre Washington. Après avoir été sorti prématurément par le coach Rothstein, il avait simplement retiré ses chaussures et s'était mis à lire un magazine une fois sur le banc. Bill McKinney, le GM des Pistons de l'époque, a expliqué que personne dans la Motor City ne voulait voir Dennis Rodman partir, mais qu'il était préférable pour tous de prendre un nouveau départ. Par contre, soyons clairs, le trade est absolument désastreux de bout en bout pour les Pistons. Sean Elliott n'a joué qu'un an avec Détroit avant de repartir l'été suivant chez les Spurs contre les droits de Bill Curley, 22e choix de draft, et ses 2,7 points de moyenne. D'ailleurs, pour boucler la boucle, avant de dealer avec les Spurs, les Pistons avaient presque conclu un accord pour envoyer Rodman aux Suns contre Richard Dumas, mais le trade s'était effondré quand Dumas avait commencé un programme de rééducation pour toxicomanes et avait été suspendu toute la saison. Chez les Spurs, Dennis Rodman passera 2 saisons pour 2 nouveaux titres de meilleur rebondeur de la ligue. Mais ces 2 années, elles ont surtout permis de voir le nouveau Rodman en action. Déjà, avant même de jouer son premier match pour les Spurs, Rodman faisait parler de lui à cause de sa nouvelle teinture blonde. Puis, en décembre 1993, il a été suspendu un match et condamné à une amende de $7 500 pour avoir donné un coup de tête à Stacey King des Bulls. En mars 1994, rebelote, il a frappé à la tête John Stockton et a été condamné à une amende de $5,000. Dennis est en roue libre totale et commence même une relation avec Madonna, une relation très très médiatisée alors qu'elle n'a duré que 2 mois. Et peut-être inspiré par la chanteuse,
Dennis Rodman est devenu de plus en plus extravagant et change de couleur de cheveux chaque semaine à San Antonio. Les Spurs n'en peuvent plus, Greg Popovich, à l'époque le GM, et David Robinson l'appellent le diable et cherchent à s'en séparer le plus vite possible. Bob Hill, le coach des Spurs, avait d'ailleurs expliqué que Dennis Rodman faisait peur aux 2 entraîneurs chaque fois qu'il entrait sur le terrain. Et puis, c'est finalement en 1995, à 34 ans, que Dennis Rodman est échangé aux Bulls contre Will Perdue pour rejoindre Jordan et Pippen, ses anciens ennemis du temps des Pistons. Et là, évidemment, je vous renvoie à l'épisode 11 du podcast. Avec eux, il remportera 3 autres titres de NBA et 3 autres titres de meilleur rebondeur de la ligue. Parler de santé mentale comme l'ont fait Kevin Love et DeMar DeRozan en 2019 reste un phénomène nouveau en NBA, il faut bien en prendre conscience. Alors imaginez au début des années 90. À l'époque de Dennis Rodman, la ligue ne parlait absolument pas de problèmes mentaux, c'était juste un sujet tabou. Les joueurs n'avaient personne à appeler en cas de problème, et comme Dennis Rodman l'a dit en interview, ils n'avaient pas de hotline suicide ou autre chose de ce genre-là. En fait, avec cet épisode de 1993, Dennis Rodman a sans doute été l'un des rares joueurs de l'époque à parler de ça, à montrer qu'un joueur NBA, c'était d'abord un humain qui pouvait avoir des problèmes et être mal dans sa peau malgré ses millions sur son compte en banque. Pour Dennis Rodman, le basket n'était pas la vraie vie, et il y avait des choses plus importantes que ça, justement comme ses problèmes d'affection. Tout seul, dans sa voiture sur le parking du Palace d'Auburn Hills, Dennis Rodman n'était pas là pour attirer l'attention. Il avait juste besoin d'aide, il ne se sentait pas la force de continuer, il pensait qu'il était tout seul et abandonné de tous et de tout le monde. Quand les journalistes ont demandé des années plus tard à Dennis Rodman quel héritage il aimerait laisser, il a parlé d'amour. Rodman voulait simplement que les gens s'aiment. Pour lui, il existe des gens qui ne font pas les mêmes choses que nous, qui ne pensent pas la même chose que nous, mais c'est pas pour autant qu'on doit se détourner d'eux quand ils demandent quelque chose, quand ils ont des besoins. Ces gens-là ont aussi besoin d'amour. Et quand Dennis Rodman est arrivé chez les Pistons, justement, lui, il avait besoin d'une famille. Et la franchise lui a tendu la main, et c'est pour ça qu'il leur sera éternellement reconnaissant. Et c'est sur ces bons mots que notre chronique touche maintenant à sa fin. Merci, vraiment merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Ce podcast et tous les autres, vous pouvez le retrouver sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et Deezer, ainsi que sur les agrégateurs de podcasts comme Podcast Addict sur Android. Et les premiers épisodes sont aussi à retrouver sur YouTube. Maintenant, si vous voulez aider à la diffusion de ce podcast, simplement parlez-en autour de vous pour faire connaître les chroniques de Motor City à un pote ou à une pote. Et puis, allez mettre une note ou un commentaire sur iTunes, Apple Podcasts, c'est ce qui permet le bon référencement du podcast. En attendant le prochain numéro, je vous invite à me retrouver sur Twitter @pistonfr et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien vraiment, et à très bientôt pour une prochaine chronique.